Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma chambre d'enfant. Aujourd'hui je vous accueille chez mon père. Alors pour une nouvelle vidéo YouTube sur un sujet qui m'a été régulièrement demandé, donc ça fait longtemps que je voulais faire une petite vidéo dessus. Est-ce que le CAPA, donc le diplôme d'avocat, est aussi difficile à obtenir que le concours d'avocat, donc c'est-à-dire le concours, ou plutôt l'examen d'entrée dans les centres régionaux de formation à la profession d'avocat, ce qu'on appelle communément le barreau ou le CRFPA. Lorsque j'ai révisé le CAPA, donc qui était censé être le dernier diplôme de ma vie, alors le dernier diplôme et le dernier examen, non pas forcément, parce que vous savez qu'en tant qu'avocat, on peut passer des spécialisations, donc on passe en commission spécialisante, pour aussi entrer sur les listes de permanence pénale, notamment de garde à vue, il faut aussi passer devant une commission. Donc ce n'est pas forcément le dernier examen de ma vie, sachant aussi que je ne sais pas si je me destine toute ma vie à la profession d'avocat, et qui sait, je reprendrai peut-être des études ensuite. N'empêche que quand j'étais en train de préparer cet ultime examen, autour de moi, notamment ma famille, j'ai eu des questions récurrentes sur comment ça se fait que tu révises encore un examen, qu'est-ce que c'est encore que cet examen, c'est pas possible, ça va jamais s'arrêter. Et puis aussi quand je parlais du CAPA, personne n'avait entendu parler de ce diplôme. Et c'est vrai qu'à la faculté, on n'entend pas beaucoup parler du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, parce que l'examen du barreau, je dis l'examen du barreau, mais plus exactement c'est l'examen d'entrée au centre régional de formation, et bien cet examen-là est très connu, et encore, il est connu dans les sphères du droit quand on arrive en M1, M2, mais par contre il est très peu connu, par contre le CAPA lui est très très peu connu. Et je voulais en parler parce que souvent quand on passe le CAPA, c'est l'objet d'une inquiétude particulière. Et même si j'ai qu'un an de barre, j'ai pu aider mes futurs confrères et consoeurs sur ce sujet, notamment avec ma vidéo sur le rapport de stage, parce que j'avais échangé avec une magistrate qui était jury du CAPA, notamment jury des soutenances de rapport de stage PPI et stage avocat, et elle m'avait donné les vraies consignes, entre guillemets, parce qu'il faut savoir qu'il y a une espèce d'opacité à l'école des avocats qui fait qu'effectivement on a des consignes formelles pour les rapports, 12 Talk New Romans, 1,5 d'interligne, etc. Mais pour autant, qu'est-ce qui est véritablement attendu de nous, ça ce n'est pas toujours extrêmement bien expliqué. Donc voilà, je fais ma deuxième vidéo sur le sujet pour vous dire clairement que le CAPA n'est pas l'examen du barreau, ça n'a rien à voir en termes d'exigence et en termes de nécessité de bachotage et d'acquisition de la méthodologie. Après, je vais pas vous mentir, une fois qu'on est passé dans l'espèce de broyeuse du CRFPA, je ne sais jamais dire ce truc, soit je bouffe le mot, soit je le dis n'importe comment. Donc je vais dire l'examen du barreau. Mais une fois qu'on a passé l'examen du barreau, clairement on est quand même une machine en termes de méthodo. Déjà après 5 ans de droit on l'est, mais là encore plus. Donc forcément ça paraît moins difficile et moins prenant. Alors qu'est-ce qui se passe à l'examen du CAPA? On a d'abord ce qu'on appelle l'épreuve écrite, une épreuve écrite de 5 heures. C'est une épreuve d'acte ou de consultation, ou les deux, c'est-à-dire que vous pouvez en 5 heures devoir rendre une consultation sur un cas pratique juridique évidemment, et en même temps également une rédaction d'acte, donc ça peut être une assignation, ça peut être un contrat, mais généralement c'est quand même une assignation au civil. Bon, ça peut varier, puisque l'écrit peut tomber sur toutes les matières. En tout cas, c'était comme ça à l'ICSAD, à savoir que du coup, moi, je suis issue de l'ICSAD, l'école nord-ouest des avocats, et qu'il n'y avait pas de spécialisation. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas prendre des blocs. Je crois qu'à l'EFV, par exemple, on peut prendre le bloc droit public, droit des affaires, droit pénal. Là, nous, on faisait toutes les matières, et à l'épreuve écrite, on était susceptible de tomber sur toutes les matières, notamment en termes de rédaction d'actes. Donc forcément, pour une publiciste comme moi, ou pire, pour un internationaliste, c'est compliqué parce que il faut se mettre au civil. Moi, j'avais jamais fait de procédure civile de ma vie avant d'arriver à l'école des avocats. J'avais pris certaines matières, notamment la procédure pénale, mais procédure civile, j'étais nulle, et de toute façon, ça ne m'a jamais intéressée. Donc voilà, ça c'est une première chose. Après, ce n'est pas forcément une épreuve difficile, on s'en fait tout un monde parce qu'on a l'impression que pour réviser cette épreuve de 5 heures, il faut reprendre tous les fondamentaux, donc réviser le droit des affaires, le droit civil, le droit de l'Union européenne, le droit public, le droit pénal. Et je vous avoue que 6 mois après le passage du barreau, ça fout un peu les boules quand même de se remettre à bachoter toutes les matières, alors que très concrètement, la faculté en droit, en tout cas, c'est quand même fait
pour affiner nos compétences et nous amener à la spécialisation. Donc quand on entend d'un côté, oui, il faut absolument vous spécialiser, être sur des têtes d'épingle pour avoir une clientèle, pour développer son activité, et qu'à l'école des avocats, la première épreuve, c'est quand même une épreuve de 5 heures sur toute matière, la logique est compliquée à comprendre. Néanmoins, là où je la comprenais assez peu à ce moment-là de mes études, à la fin de mes études, je la comprends beaucoup mieux après ma première année de barre, puisque je suis tombée dans un cabinet qui me faisait faire du judiciaire. Et voilà, c'était prévu, hein, c'était convenu comme ça. Et heureusement que j'ai jeté un œil à la procédure civile, heureusement que je me suis refamiliarisée avec cette procédure et avec les mécanismes du droit des contrats et du droit civil des obligations, parce que sinon, ça pouvait être quand même très compliqué dans le professionnel. C'est vraiment une question de mécanisme. C'est vraiment pour voir si vous avez les mécanismes de l'avocat, c'est-à-dire par exemple mettre le courrier en LRAR et puis surtout vérifier la compétence du tribunal matériel et territorial, et puis voilà, de mobiliser les bonnes questions juridiques, d'y répondre de manière carrée, propre, et puis ne pas oublier certaines formules, comme par exemple la formule déontologique à la fin d'une mise en demeure, ou au niveau de l'assignation, tout ce qui est formalité obligatoire, mais ça vous avez un code de procédure civile et ce n'est pas très difficile de s'y référer. Voilà. Pour ce qui est des oraux, donc vous passez les écrits généralement la première semaine de septembre, donc la scolarité se découpe, vous avez 6 mois de cours avec une alternance qui est proposée maintenant et qui est possible en cabinet d'avocat. Vous avez 6 mois de PPI, donc de projet personnel individualisé, qui est en fait un stage hors cabinet d'avocat. Et ensuite, vous avez votre stage final en cabinet d'avocat qui est obligatoire. À ce moment-là, vous rédigez vos rapports, etc. et vous préparez globalement vos rapports de stage. C'est bien, pendant la période de stage d'1 an, de préparer ces rapports. Mais généralement, on va pas se mentir, quand on est en stage PPI puis en stage avocat, on n'a pas le temps de repotasser toutes les matières et tous les oraux qui nous attendent. Donc c'est vraiment quand on finit son stage final, généralement en juillet-août. Bon, très souvent les cabinets nous prolongent en CDD le temps qu'on prête serment et le temps qu'on passe le CAPA et qu'on prête serment, mais c'est à cette période-là qu'on révise. Ça ne demande pas de se mettre à réviser 6 mois auparavant. Donc c'est en ça que c'est différent aussi avec le CRFPA, c'est que vous n'avez pas à vraiment anticiper les révisions, il n'y a pas un énorme bachotage à prévoir. Ce qui est à prévoir, et pour ça je vous renvoie à ma vidéo sur rapport de stage, c'est quand même au moins d'avoir l'ébauche de son plan de rapport de stage, au moins pour le PPI, parce qu'après on fait le stage final en cabinet d'avocat, et ce qu'on a fait en PPI c'est assez flou. Moi ce que j'avais fait c'est quand même tenir un journal de bord, j'ai tenu un journal de bord pour les 2 stages, ça m'a permis de me rappeler des choses au moment de la rédaction, et globalement, arrivé en juillet, à la fin de mon stage final avocat, j'avais déjà le plan des 2 rapports de stage, et puis j'avais déjà bien avancé l'introduction. Donc voilà, ça déjà, ça élate du travail, parce que c'est clairement ce qu'il y a de plus long dans le passage du CAPA, c'est de rédiger les rapports, et voilà, de les finaliser, et qu'ils soient parfaitement clean. À savoir qu'à l'ICSAD, on n'a que 15 pages par rapport, donc voilà, ça va. Donc, c'est ce que je vous disais, vous arrivez en septembre, vous passez votre première épreuve écrite de 5 heures, où là je vous dis, il n'y a pas besoin de réviser énormément, il faut simplement être alerte sur les mécanismes juridiques à avoir, les questions à se poser dans chaque matière. Après, vous avez vos codes, et en 5 heures, c'est comme si vous étiez avocat et que vous bloquiez. Moi, c'est ce que je me suis dit, c'est comme si je me bloquais une après-midi au cabinet pour rédiger une assignation. Et puis voilà, c'est 5 heures, c'est parfois beaucoup plus que ce que vous avez même pour de toute façon rédiger une assignation au sein d'un cabinet. Donc, pas de pression. Sur les oraux, arrive ensuite, donc il me semble 2 ou 3 semaines plus tard après l'écrit, vous avez l'oral d'anglais. L'oral d'anglais, j'ai envie de vous dire, c'est calqué sur l'épreuve du barreau, hein, vous avez des textes à préparer. Alors oui, à l'ICSAD en tout cas, il y a une espèce de petite application que vous avez donc 1 an et demi avant le CAPA, sur lequel vous devez faire 100 exercices et je ne sais plus combien d'heures, je crois que c'était 150 heures sur l'application et 100 exercices d'anglais dessus. Ça c'était vraiment très relou. Mais ça m'a quand même appris des choses et franchement c'est peut-être même mieux qu'un cours d'anglais parce que voilà, tous les jours vous êtes obligés, bon pas tous les jours, hein, mais sur la fin comme on était tous un peu ric-rac sur les 150 heures,
on finit par... franchement, c'est une application bien faite où on peut regarder des vidéos, où on peut lire des articles de presse, etc. C'est quand même assez enrichissant. Donc voilà, et ensuite vous avez un oral d'anglais, comme je vous le disais, sur des textes. Donc vous tirez un texte, vous parlez du texte, on vous pose des questions, on vous fait blablater un peu dessus. Moi je vous dis, hein, j'ai perdu mon niveau d'anglais à la fac, j'ai quand même fait classe européenne de la 4e à la terminale, j'ai eu 20 au bac et j'ai tout perdu à la faculté, hein, tout simplement, je ne pratiquais plus. Et donc voilà, j'ai eu 12 en ayant un anglais, on va dire, assez catastrophique au niveau du vocabulaire juridique et au niveau du vocabulaire spécifique aux articles de presse qui nous sortent, qui sont toujours sur la démocratie, des sujets d'actualité. De toute façon, vous voyez ce que vous avez vécu à l'examen du barreau. Donc pareil, les profs sont assez indulgents. Sincèrement, avec le niveau que j'avais, j'aurais dû avoir 7 ou 8, je pense. Ils m'ont mis 12. Donc, tranquillité là-dessus. À savoir aussi, j'ai oublié de vous le dire, ce qui est très important quand même, c'est que vous avez la note de contrôle continu qui compte dans votre moyenne pour obtenir le CAPA. Le contrôle continu, comment vous dire ? C'est beaucoup de travail et à la fois on fait tout ça plus ou moins, alors je vais pas dire à l'arrache, parce que c'est très variable. Il y en a vraiment qui favorisent leur vie publique et leur développement professionnel, parce qu'à l'école des avocats, vous avez déjà des gens qui ont une activité. Moi, je pense à des publicistes qui ont une activité au sein des collectivités territoriales, au sein des mairies, qui sont conseillers municipaux, qui sont professeurs à côté aussi, qui sont déjà doctorants, ou enfin qui sont docteurs ou doctorants. Donc forcément, on n'a pas que ça à faire non plus parfois de potasser parfaitement tous les devoirs à rendre pendant la période de scolarité à l'ICSAD. Sachant qu'en plus il y a l'alternance à côté et que certains reprennent leurs études. Moi dans ma promo il y avait des gens de 40-50 ans qui étaient directeurs des affaires financières, directeurs des affaires juridiques, qui travaillaient sur du droit international. Enfin voilà, généralement c'est quand même une école professionnalisante et on n'a pas toujours le temps d'être aussi scolaire que l'on voudrait être. Néanmoins, le contrôle continu, ce n'est pas difficile si voilà, vous travaillez intelligemment, que vous lisez les cours, les QCM de déontologie. De toute façon, c'est important de travailler la déontologie parce que c'est quand même l'épreuve phare du CAPA. Donc, globalement, le contrôle continu, vous pouvez avoir 11 ou 12 de moyenne vraiment en travaillant efficacement, sans vous perdre et en ayant d'autres activités à côté. Donc je vous ai parlé du contrôle continu, de l'épreuve écrite, de l'épreuve d'anglais, et ensuite vous avez d'autres oraux, vous avez forcément l'oral de déontologie. Ça c'est la plus grosse épreuve, vous avez un sujet que vous préparez, un sujet écrit, vous préparez votre exposé, vous le passez devant un jury. L'épreuve de déontologie elle est très importante, pourquoi ? Parce que déjà on ne fait pas de déontologie avant l'école des avocats. Deuxièmement parce que c'est ce qui vous guide tout au long de votre activité, et c'est très très important parce qu'on peut vite faire des fautes de déontologie, on est une caste, hein. On travaille, les avocats travaillent au sein d'un ordre. L'ordinalité dans notre profession est très importante et elle est aussi génératrice de règles de respect, de règles de dignité, de règles d'indépendance, de délicatesse, enfin de... Généralement, ça regroupe tous les principes essentiels de la profession, mais aussi tout un tas de petites choses qu'il ne faut pas oublier. Ça va, comme je vous l'ai dit, hein, de la mention à la fin d'une mise en demeure qui invite l'autre personne à prendre un avocat si elle le souhaite pour se défendre, à la manière de saluer un ancien bâtonnier, un confrère. Donc ça, c'est très important. Et s'il faut potasser quelque chose pour le CAPA, c'est bien la déonto, ça, c'est clair et net. Donc la déontologie, effectivement, ça demande du travail, ça demande surtout de la réflexion, mais j'ai envie de vous dire c'est quelque chose qu'on intègre aussi tout au long de la formation de l'école des avocats et surtout en stage final. Alors même en stage PPI, hein, moi je travaillais au tribunal administratif d'Amiens, donc forcément j'ai vu des avocats et forcément j'ai pu réfléchir sur la déontologie de ces derniers, notamment à l'aune des remarques des magistrats, donc ça c'est encore un autre point de vue, mais aussi lors du stage final, où là on se pose tout un tas de questions. Moi je les avais regroupé dans mon journal intime de, comment j'appelle ça, un journal de bord de stage final, où je m'étais posé certaines questions par rapport à, voilà, aux petites erreurs que je faisais peut-être, par rapport à ce que j'observais dans le métier, par rapport à ce que j'observais de mes maîtres de stage. De toute façon, la déontologie, ça se réfléchit plus que ça ne s'apprend, je trouve. Alors, on a des gros cours quand même, hein, à l'école des avocats. On peut facilement avoir un cours de 150 pages à potasser. Généralement, les élèves avocats achètent à la fin de l'année et demie de formation
un manuel de déontologie, on travaille tous sur les différents, donc il y a celui de l'EFB, moi j'ai travaillé sur celui de Dalloz Pratique parce que j'aime beaucoup Dalloz à manier. Voilà, donc il y a aussi le tout petit, je crois que c'est de Taine, je ne sais plus exactement qui l'a écrit, mais en tout cas il y en a un tout petit très synthétique sur la déontologie de l'avocat, mais de toute façon la base ça reste le RIN, et moi je l'avais déjà lu 2 ou 3 fois pour l'examen du barreau déjà, et c'est bien de s'ancrer en fait, s'ancrer et puis de se poser des questions assez facilement sur, voilà, je sais pas, vous allez voir une voiture par exemple floquée avec le nom d'un avocat dessus, bah, est-ce que c'est déontologique? Est-ce que ça a été autorisé récemment? Par quelle décision du CNB? Est-ce que ça colle à certains articles du RIN, donc du règlement intérieur de la profession? C'est des réflexes. Et moi j'ai énormément aussi travaillé et révisé avec des vidéos YouTube sur la déontologie, notamment monsieur le professeur de l'école des avocats de Toulouse qui a enregistré son cours en fait pendant le Covid, il a enregistré son cours de déonto sur YouTube et vous y avez accès. Et c'est très bien fait parce que c'est un peu fait par principe et par partie du cours. Et moi j'écoutais ça en prenant ma douche, en faisant la vaisselle, en faisant à manger. Et c'est, mine de rien, c'était surtout comme ça que ça s'était bien intégré. Et ça répondait à des questions qui ne sont pas toujours évidentes et qui ne sont pas toujours noir sur blanc dans les cours. Par exemple, quelle est la différence entre conscience et probité? Voilà, ça je l'ai appris grâce à cette chaîne YouTube. Mais très sincèrement, jusque-là, je ne m'étais pas posé la question. Voilà. Donc, cette épreuve de déonto, c'est vraiment l'épreuve qui demande le plus de bachotage si on devait comparer à l'examen du barreau. C'est vraiment en ça qu'on doit... C'est vraiment une matière dont on doit s'imprégner. Ensuite, vous avez les 2 soutenances de rapport de stage et de rapport PPI. Bon là, c'est une soutenance, hein, les gars, vous savez, il n'y a pas besoin de réviser outre mesure une soutenance. Moi, je l'avais beaucoup trop travaillé, personnellement. J'avais surligné des choses, j'avais pris en note des choses sur le côté de mon rapport au cas où il y avait des questions plus précises sur ce que j'avais fait. J'avais post-ité aussi mon mémoire, mon rapport de stage pour retrouver plus vite. Et puis je l'avais bien potassé, ce qui n'est pas forcément utile parce que de toute façon, vous savez ce que vous avez vécu de toute façon en stage. Vous savez ce qui s'est passé, vous savez les réflexions que vous avez eues autant de vos maîtres de stage que pour vous-même. Donc ça ne demande pas une préparation énorme. C'est comme, voilà. C'est comme l'anglais, et j'ai envie de dire c'est même plus facile encore parce que vous l'avez vécu, c'est en vous et vous savez en parler, surtout que vous allez être avocat, voilà, dans quelques semaines généralement quand vous passez le CAPA, et vous savez très bien ce que vous a amené ce stage et en quoi ça vous a enrichi. Enfin, il y a l'épreuve de spécialité, donc ça c'est quand même l'épreuve attendue. Moi c'est ce que j'attendais le plus. Enfin non, c'est pas que j'attendais le plus une matière absolument à passer, c'est juste que heureusement, et j'avais envie de passer du droit public quand même, parce que mine de rien je sortais quand même de 5 ans d'études en droit public, donc ça m'embêtait un petit peu quand même de devoir réviser uniquement du droit civil, du droit pénal, du droit des affaires, etc. Et j'étais bien contente de pouvoir faire un peu de droit public dans tout ce marasme. Voilà. Donc l'épreuve de droit public, vous avez un cas pratique classique et vous devez le présenter devant un jury fait d'un magistrat, d'un universitaire et d'avocats. Généralement, c'est les magistrats qui vous titillent un peu sur cette épreuve de spécialité. Il y a eu un grand débat, à mon avis, il a lieu tous les ans. Est-ce que c'est une épreuve scolaire ou est-ce qu'il faut présenter son cas pratique vraiment comme... généralement, ils vous demandent, hein, par exemple en droit public, ils vous demandent de faire une requête en excès de pouvoir ou une requête de plein contentieux. En tout cas, il y avait cette question de est-ce qu'il faut présenter ça scolairement ou est-ce qu'il faut faire vraiment comme si on était devant la juridiction. Et en droit public, ça se pose d'autant plus parce qu'en droit public, on plaide par observation. Donc est-ce qu'il fallait lire toute notre requête pour rendre état du travail qu'on avait fait quand même pendant 3 heures de préparation, parce qu'il y a 3 heures de préparation, ou est-ce que je devais faire des observations devant le juge administratif tel que cela existe en réalité, et ce qui a impliqué de mettre en lumière certaines parties de ma requête, mais il n'aurait pas eu tous les éléments de ma requête. Forcément, la réponse se situe entre les deux et n'est pas du tout claire, et je pense varie clairement subjectivement selon les jurys. C'est que il faut quand même exposer les faits et exposer son raisonnement juridique, même si clairement devant le juge administratif, il n'y a pas à exposer les faits.
Donc voilà, cette épreuve de spécialité qui fait du bien, franchement. Qui fait du bien parce on revient à ses amours, et puis c'est une épreuve où on n'a pas besoin de réviser énormément. Pourquoi? Parce que de toute façon, à l'école des avocats, c'est simple. C'est ça, c'est le grand paradoxe. Je vous parlerai d'un autre paradoxe après, mais le grand paradoxe à l'école des avocats, c'est quand même que soit on nous enseigne et on nous ouvre à d'autres matières, et c'est bien, mais pour ceux qui connaissent la matière, c'est beaucoup trop global, beaucoup trop général, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. C'est bien pour rappeler les bases, mais c'est vraiment basique de chez basique. Soit justement, vous n'y connaissez rien dans la matière, et c'est trop peu pour maîtriser une matière. Donc ça, de toute façon, c'est aussi le problème qu'ils ont eux. Ils se retrouvent devant des étudiants qui sont hyper spécialisés, voire doctorants dans leur matière, et l'école est faite encore pour nous ouvrir encore l'esprit un peu plus, et pour nous permettre finalement d'être quand même généralistes et de ne pas être perdus dans un cabinet généraliste. Et Dieu merci, j'ai quand même été assez attentive à l'ICSAD, parce que je vous jure que je faisais ma tête de cochon en mode de toute façon je ferai pas de droit civil, je ferai pas de droit pénal, donc vos requêtes en nullité, vos assignations, c'est bon. Et puis finalement, heureusement que j'en avais fait quelques-unes quand même pour ma première année d'exercice qui était tant publiciste que judiciaire. Voilà. Donc pour répondre clairement à cette question, est-ce que le CAPA est aussi difficile que le CRFPA? Bah non, pas du tout. Pas du tout. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de logique de sélection. C'est surtout ça aussi. C'est que la sélection a été faite et que le CAPA, c'est juste pour valider des compétences, des nouvelles compétences, notamment des compétences de déontologie et notamment des compétences pratiques. C'est ça l'objectif du CAPA. C'est pour ça que c'est un examen très pratique et que vous n'avez pas à potasser autant que pour l'examen du barreau, et que vous avez déjà les réflexes déontologiques, oui, et surtout méthodologiques, et que voilà, on attend juste de voir si vous êtes capable de rédiger une assignation correctement, si vous êtes capable de vous adresser à des magistrats, des universitaires, d'autres avocats, des confrères. Voilà, c'est toute votre attitude qu'on juge, et puis aussi votre rigueur, et puis votre capacité à maîtriser les bases de la profession, puisque le CAPA, quelque part, protège aussi quand même la profession, et c'est important de lui donner de la qualité à cet examen. Il est souvent décrié, il est souvent considéré comme un sous-examen ou une broutille à passer dont on n'en a rien à faire. Moi, la réponse, elle est entre les deux. C'est-à-dire que je me suis pas mise la pression, vraiment, mais on se retrouve quand même au mois de juillet, août, septembre, à potasser quand même, à devoir quand même finir des rapports de stage et à être, pour une dernière fois, en tout cas, vraiment dans cette logique scolaire de devoir passer des oraux, plusieurs matières, etc. En tout cas, ce n'est certainement pas plus difficile, parce que la sélection est faite et qu'il n'y a plus qu'à confirmer des compétences pratiques. Je dirais quand même que il ne faut pas le prendre à la légère, et je ne vais pas revenir sur l'affaire de la fraude à l'ICSAD. Vraiment, je ne tiens pas à m'exprimer là-dessus. Vous l'avez vu sur mes réseaux, j'ai pas voulu du tout prendre la parole à ce sujet. J'ai mon opinion propre sur la question. Voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, c'est pas un examen à prendre à la légère, mais il y a quand même ce paradoxe à l'école des avocats, en tout cas à l'ICSAD, et moi un paradoxe qui m'a un petit peu dérangé, un peu gêné, c'est qu'on nous traite encore comme des étudiants. Parfois on a vraiment la sensation d'être traités encore comme des gamins, et à la fois on a des exigences, il y a des exigences de professionnels, et on attend nous qu'on soit un professionnel irréprochable, qu'on soit déjà dans la déontologie de la profession, et ça je trouve ça totalement normal. C'est justifié, hein, on est dans une profession avec des principes et j'en suis bien heureuse. Malheureusement, parfois, il y a cette dichotomie, il y a ce paradoxe selon lequel on est encore traité avec des notes, des bâtons de présence, des notes où il faut, plus on lève la main en cours, meilleure est notre note de participation. Enfin, tout ça, pour moi, dans une école de professionnalisation, dans une école professionnalisante, ça ne devrait plus avoir sa place. Clairement, devoir être noté sur sa présence, sur le présentiel. Moi, j'ai déjà, par exemple, j'ai oublié d'émarger un cours, on m'a mis absente, j'ai montré que j'avais pris des notes pendant ce cours, l'administration n'en avait rien à faire. Enfin, c'est toutes ces logiques-là pour moi qui n'ont plus aucun sens à Bac+7. Je veux dire, si on est là, si on a fait 5 ans de droit, si on a réussi l'examen du barreau, c'est qu'on est rigoureux, c'est qu'on veut être professionnel et c'est qu'on sait où on va, généralement.
Après, effectivement, il y a des gens qui n'ont pas envie de devenir avocat, et c'est ce que je voulais vous dire, c'est que il n'y a pas de sélection au CAPA, mais effectivement, parfois, il y en a qui n'ont pas le CAPA, mais c'est très, très, très rare. Sur l'ensemble d'une promo, généralement, c'est une personne, et cette personne, par exemple, soit était complètement absentéiste lors de son stage final ou lors de son stage PPI, ou n'a pas du tout rendu de rapport de stage et à 0 en contrôle continu parce qu'il a 120 heures d'absence. Voilà, c'est quand même très difficile de rater le CAPA. Je mets à part, bien sûr, l'affaire de cette année, où là c'est vraiment quelque chose de très particulier et quelque chose d'assez inédite. Donc cette affaire est à part, vous irez lire dans la presse si vous voulez, vous irez vous faire votre propre opinion. Une décision judiciaire doit tomber de toute façon dans quelques mois. Voilà, il n'y a pas un bachotage énorme si vous vous balisez 1 mois et demi pour rédiger les rapports, travailler, avoir les bons manuels. C'est surtout, encore une fois, mais limite comme au barreau, hein, c'est travailler avec les bons manuels, travailler avec les codes, et puis se préparer à la future professionnelle ou au futur professionnel que vous serez. Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions internes, puisque c'est un certificat dont on parle très très peu. Je vous rappelle aussi qu'il ne faudra pas vous attendre à un diplôme mirobolant, parce que c'est limite un bout de carton fait sur WordArt, hein, je vous préviens tout de suite. Ne vous attendez pas aux lettres d'or. Mais voilà, je vous souhaite très bon courage si vous êtes en train de passer le CRFPA. Je vous souhaite aussi bon courage si vous commencez votre scolarité à l'ICSAD ou dans une autre école des avocats. Et à bientôt sur Advocatus.